Chers élèves, bonjour à tous. Ce contenu s'adresse à des élèves de seconde. Alors, nous sommes toujours dans le chapitre 2, dans lequel pour l'instant nous avons essentiellement parlé des moyens d'éviter une grossesse. Eh bien, nous abordons aujourd'hui la problématique sous un angle différent avec la partie 2.3, assistance médicale à la procréation, qu'on peut abrévier par le sigle AMP, lequel est rigoureusement équivalent à PMA pour procréation médicalement assistée. Je vous laisse retrouver l'activité 3 mise à disposition précédemment qui va nous permettre de voir les principales méthodes pour remédier à l'infertilité. Le terme infertilité, je précise, correspond à une difficulté pour avoir des enfants de manière naturelle, tandis que la stérilité correspond, elle, à une impossibilité biologique totale. Alors pour commencer, je voulais vous présenter quelqu'un de tout à fait banal. Il s'agit d'une citoyenne britannique de 41 ans qui s'appelle Louise Brown et qui, au moment de sa naissance, en 1978, a été surnommée par la presse Super Babe. En fait, il s'agit là de la toute première personne au monde à être née après avoir été conçue par fertilisation in vitro. Donc c'est vraiment le premier succès de l'assistance médicale à la procréation. En France, il faut attendre 1982 pour voir la naissance de ce qu'on appelait à l'époque le premier bébé éprouvette, qui s'appelle Amandine. Depuis, ces techniques se sont largement développées, améliorées, et sont à présent disponibles pour le plus grand nombre. Logiquement, le nombre de naissances par PMA ne cesse d'augmenter, et en France, le chiffre actuel tourne autour de à peu près une naissance sur 30 obtenue dans ces conditions. À propos de l'accès à la PMA, vous savez sans doute que le projet de loi bioéthique prévoit de l'étendre aux femmes seules et aux couples de lesbiennes. Alors cette nouvelle disposition a été votée par le Sénat l'année dernière et vient d'être confirmée très récemment par l'Assemblée nationale. Pour faire l'activité, je vais vous inviter à utiliser cette ressource qui est disponible sur le site SVT de l'Académie de Versailles. Le lien est disponible dans la description de la vidéo et alors vous voyez qu'il s'agit déjà d'un format SWF, donc du flash. Il faudra donc consulter ce site à partir d'un ordinateur plus qu'un smartphone et équipé d'un player flash. Alors tout ça est libre de droit et très simple à installer. Il faudra juste penser à accepter l'activation du player si celle-ci vous est demandée. Voilà, alors voyons maintenant à quoi ça ressemble concrètement. Donc si jamais vous n'avez pas le lien directement accessible, vous vous rendez sur un moteur de recherche, vous tapez PMA Versailles par exemple, les mots-clés qui devraient suffire. Hop, vous voyez que le premier site qui sort, c'est le site de l'Académie de Versailles, donc on est bien au bon endroit, on clique, on a tout un article qui vous présente la ressource, dans quelles conditions elle a été créée, etc. Et puis à la fin, vous avez alors soit un lien pour le télécharger, ou un lien pour avoir directement accès à ça en ligne. Alors, on active Adobe Flash, autorisé, et on tombe sur cette présentation. Alors, c'est finalement assez intuitif tout ça. On a un certain nombre de boutons. À gauche, un qui vous permet d'avoir des informations sur les différentes causes d'infertilité. Donc, il suffit de lire ce qu'on a envie de lire. On peut faire retour à chaque fois. À droite, on a un autre qui vous présente différentes techniques de PMA. Il suffit ensuite de cliquer sur celle qui vous intéresse pour avoir des informations, donc des graphiques, de la lecture, etc. etc. Et puis, et c'est le plus important, on a un total de 1, 2, 3, 4 couples A, B, C, D, des couples infertiles pour lesquels on vous présente des données cliniques. Donc, par exemple, pour le couple A, vous avez accès aux résultats des examens de madame et de monsieur. Donc, si je clique ici, je vais avoir par exemple des résultats de dosage hormonaux dans le sang. Donc, j'ai les valeurs ici que je peux comparer à des valeurs normales. À gauche, j'ai une radiographie de l'utérus, dans laquelle je distingue également d'autres organes à proximité, et qui est là aussi à comparer à des images témoins d'une femme qui n'a pas de problème de fertilité. Donc par exemple ici, je clique et je peux voir le cas normal et comparer est-ce qu'il y a un problème ou pas. Retour, mince, je reviens sur les résultats de monsieur cette fois-ci, ça va être quoi? Un spermogramme tout simplement, dans lequel différents paramètres sont mesurés, morphologiques et ou fonctionnels. Bref, beaucoup de données à explorer quand même au total, puisqu'on a 4 couples dont 8 personnes, donc passez-y un peu de temps. Je reviens à ma présentation. Donc sur les causes d'infertilité, vous voyez au passage qu'elles peuvent aussi bien être d'origine féminine que masculine et sont même parfois inexpliquées pour un faible pourcentage d'entre elles. Alors que peut-on faire pour accroître les chances d'avoir un enfant?
Alors parfois la difficulté est d'origine féminine, par exemple la femme a un problème d'ovulation, pourtant tout le reste fonctionne, elle a une réserve ovarienne qui est normale, mais elle ne parvient pas à émettre un ovule à J14. Alors dans ce cas, on peut envisager ce qu'on appelle une stimulation ovarienne. Ça consiste à injecter dans la circulation sanguine, à dose et à fréquence contrôlée bien sûr, eh bien, des hormones qui sont normalement produites par l'hypophyse. Et ces hormones, vous les connaissez, il s'agit de la FSH et de la LH. La FSH va stimuler la croissance des follicules. Vous avez ici une très belle image de follicules ovariens arrivés à maturité suite à la stimulation hormonale. Et lorsqu'il y a suffisamment de follicules matures, eh ben, on va déclencher l'ovulation avec de la LH. Donc généralement, on a émission non pas d'un seul, mais de plusieurs ovules, chacun étant susceptible d'être fécondé lors d'un rapport sexuel qui doit bien sûr se produire dans cet intervalle de temps. Alors vous comprenez donc, dans cette situation, on augmente la probabilité de fécondation multiple, donc de grossesse gémellaire. Alors seule une stimulation ovarienne ne marche pas toujours, et il y a par exemple d'autres problèmes, au niveau de la mobilité des spermatozoïdes par exemple, qui peuvent avoir du mal à franchir le col de l'utérus, ou bien un mucus cervical trop épais, dont le maillage est trop serré, ce qui empêche aussi le passage des spermatozoïdes à ce niveau. Dans ce cas, on peut avoir recours à l'insémination artificielle. Alors ça consiste à introduire directement dans la cavité utérine les spermatozoïdes qui iront ensuite poursuivre leur migration dans les trompes. Donc en fait, on ne fait que aider les spermatozoïdes à franchir la barrière du col de l'utérus. Avant de les injecter, ces spermatozoïdes sont centrifugés et préparés de façon à maximiser leur pouvoir fécondant. Donc ça implique évidemment un prélèvement et une préparation en amont. Dernière option, la fécondation in vitro. Alors, si la rencontre entre un ovule et un spermatozoïde ne parvient pas à se produire dans les voies génitales féminines, eh bien on peut faire ça à l'extérieur, in vitro, c'est-à-dire en latin dans du verre. En réalité, c'est plutôt dans une boîte de culture en plastique. Alors, il faut donc d'une part un prélèvement de spermatozoïdes, ça c'est plutôt simple à obtenir, et d'autre part un prélèvement d'ovules, ça peut se faire par ponction, suite à une stimulation ovarienne. Alors, deux options pour la fécondation in vitro, qu'on appelle aussi FIV, F-I-V. Une classique, où il suffit de mettre en contact un ovule et des spermatozoïdes dans une boîte de culture. Et une autre, plus sophistiquée, qu'on appelle ICSI, ICSI, pour Intracytoplasmic Sperm Injection, c'est-à-dire que le spermatozoïde est directement injecté dans le cytoplasme de l'ovule, à l'aide d'une micropipette, ce qui augmente sensiblement la probabilité de fécondation. Une fois la FIV réalisée, on a logiquement formation d'une cellule œuf qui va commencer à se diviser en 2, puis 4, puis 6, etc. pour former un embryon. Alors, vous avez des images représentatives ici. Évidemment, cet embryon doit être réimplanté dans l'utérus de la femme, où il va continuer son développement pendant 9 mois environ, jusqu'à la fin de la grossesse. Alors, c'est l'embryon au stade blastocyste, là, que vous voyez en haut à droite, c'est-à-dire après 5 jours après la fécondation, qui est réimplanté. Donc on va parler indifféremment de FIV ou de FIVET, F-I-V-E-T-E, pour fécondation in vitro et transfert d'embryon. Voilà, ces précisions étant apportées, je vais vous laisser un peu de temps pour faire la consigne 2, laquelle vous demande de faire un petit effort d'imagination et de vous transformer virtuellement, en tout cas en expert en médecine de la reproduction. Votre mission, aider ce couple infertile ou ces couples infertiles, puisqu'il y en a 4, en établissant à chaque fois un diagnostic grâce aux données médicales et en proposant à chaque fois une ou plusieurs solutions adaptées. Ces solutions sont à choisir bien sûr parmi celles que je vous ai présentées tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est le tableau que vous aurez à remplir en vous appuyant sur les données de l'animation de l'Académie de Versailles. Encore une fois, le lien est directement cliquable dans la description. Je mettrai en ligne prochainement la correction à laquelle vous pourrez avoir accès en cliquant sur l'image en haut à gauche de l'écran lorsque celle-ci sera visible bien sûr. Voilà, je vous dis à bientôt.